Mesdames, Messieurs, bonjour et merci encore une fois d'être fidèles au rendez-vous du jury du dimanche d'e-Radio ITV. Une émission qui reçoit Momar Thiam, expert en communication politique. Bonjour Momar Thiam. Bonjour Mamadou. Vous êtes aussi le directeur de l'école des hautes études en information et communication, ancien consul général du Sénégal à Bordeaux et diplômé du cycle international d'administration publique à l'ENA Paris, section diplomatie. Être le conseiller en communication d'une bête politique, d'un homme qui se dit nuancé et qui passe lui-même pour maître S communication, c'est la prouesse qu'a réussi l'invité du jour du jury du dimanche. Momar Thiam s'est révélé en effet comme spin doctor auprès du pape du Sopi, Maître Abdoulaye Wade, à la fin des années 90. L'expert en communication revendiquerait peut-être sa part dans la victoire du chef charismatique du PDS en 2000. Le Sénégal venait ainsi de connaître sa première alternance par les urnes. Le directeur de l'école des hautes études en information et communication accompagnera l'élu du 19 mars dans ses premiers pas de président de la République pendant 1 an et demi. Avec l'expert en communication, nous tenterons de comprendre le jeu politique sénégalais qui se déroule sous nos yeux, notamment depuis la survenue de la deuxième alternance en 2012 et la réélection en février 2019 du président Macky Sall qui a succédé à son ancien mentor, Maître Abdoulaye Wade. Momar Thiam, première question. Quelle est l'expérience que vous avez tirée finalement de votre collaboration avec l'opposant d'abord, puis le président de la République, Abdoulaye Wade, en termes de communication politique? Oui, Mamadou, permettez-moi d'abord de saluer vos auditeurs, mais aussi vos téléspectateurs, et me réjouir de cette invite, d'autant plus que je me trouve dans un endroit qui aujourd'hui fait office de référence à la matière, puisque vous êtes peut-être les derniers venus sur le marché médiatique, mais vous brillez de mille feux et je prie Allah que cela continue. Amin. Et pour répondre à votre question, c'est très simple. Ma rencontre avec Maître Abdoulaye Wade date de 1999, alors que je venais de soutenir ma thèse, par une rencontre, mais qui s'est fait vraiment par pur hasard à Paris, alors que je venais faire une contribution sur la dernière sortie du président Abdou Diouf devant les journalistes. J'avais fait une contribution assez critique en termes de communication et qu'il avait lu. Et semble-t-il, Alioune Diop, que j'ai rencontré à Paris, m'avait dit que Wade cherchait à me rencontrer parce qu'il avait lu la contribution. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et dès cette première rencontre, il m'a dit une chose très bien précise. Et c'est là où on voit justement la dimension de l'homme, d'un dirigeant. Il m'a dit tout de suite, vous savez, moi, je n'ai pas besoin d'un conseiller en communication parce que je le suis moi-même. Mais j'ai besoin d'un jeune qui va m'accompagner, qui va accompagner plutôt la coalition 2000 qui portait sa candidature pour ses joutes électorales. Et vous verrez que ce n'est pas moi que vous allez révéler, puisque moi, on me connaît. Et c'est moi qui allais vous révéler. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Puisque quand on a fait la campagne avec la fameuse Marche Bleue, effectivement, les projecteurs étaient aussi autant sur lui que sur moi, et c'est comme ça que le public sénégalais et le landerneau politique m'a découvert. Et effectivement... Et l'expérience que vous en avez tirée? Mais l'expérience que j'en ai tirée, c'est que d'abord, quand on conseille un homme politique de cette dimension, dans le registre de la communication, on n'est pas dans la préconisation, on est plutôt dans l'accompagnement. Ça veut dire qu'il a déjà une expérience assez étoffée qui fait qu'il comprend tout ce qui tourne autour de la communication politique, il connaît les cibles, il sait quels sont les éléments de langage, et que vous anticipez plutôt sur les réactions des individus pour lui dire quelque part, peut-être, voilà comment les gens réagissent et voilà comment vous pouvez ajuster votre communication. Mais je peux dire, j'ai beaucoup plus appris à côté de lui que je lui ai apporté finalement. Mais une assurance qui peut lui jouer de mauvais tours aussi. Il y a eu des situations comme ça. Oui, il y a eu des moments d'embrouille. Des moments d'embrouille, si je peux l'appeler comme ça. Aujourd'hui, je peux le dire. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, les Sénégalais lui-même avaient ce fameux slogan « 3T, Touki, Touba et télévision ». Et le jour où je lui ai parlé de ça, il s'est éclaté de rire en disant « Mais moi, je ne savais pas que j'étais dans ce registre-là. » Et je lui ai fait comprendre qu'effectivement, à force de trop apparaître, on vous regarde sans vous voir, à force de beaucoup parler, on vous écoute sans vous entendre.
Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous faites beaucoup de choses, vous dites beaucoup de choses, mais les gens ne sont plus enclins à être réceptifs à votre discours parce qu'il vous apparaissait trop. Mais ils trouvaient que ce n'était pas suffisant. Et effectivement, ça bougeait un peu les lignes. Alors, un Wade qui est encore et toujours, on le dira, sur la scène politique et qui anime à nouveau le jeu avec son successeur, le président Macky Sall. Les deux hommes qui s'étaient brouillés se sont retrouvés récemment à Massalikul Jinan d'abord, ensuite au palais présidentiel au cours d'une audience. Pour l'expert en communication que vous êtes, qu'est-ce qui peut expliquer cette longévité du président Wade sur la scène politique au point de continuer à l'influencer aujourd'hui encore? Mais il faut d'abord comprendre, il faut remonter à l'histoire. Wade, quand même, vous n'êtes pas sans le savoir, a fait 26 ans d'opposition, avec quelquefois des entrées dans un gouvernement, peut-être pour mieux connaître la chose publique de l'intérieur dans sa gestion, et avec quelquefois des moments où il s'est retrouvé en prison. Donc, quelque part, Wade est un symbole, au-delà du Sénégal, de la politique africaine et de la manière de faire la politique en Afrique. Et que donc, aujourd'hui, j'estime qu'il fait partie des derniers dinosaures, sinon le dernier dinosaure de la politique africaine. Et il symbolise cela. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'en 88, semble-t-il, moi j'étais encore étudiant, sur la place publique sénégalaise, on disait que c'est Wade qui avait gagné les élections. Et que donc le pouvoir avait plus ou moins bourré les urnes, etc., etc. Ça laisse approuver. Et tout cela... Il y a une antithèse aussi. Voilà, et tout cela fait un tout petit peu son histoire. Fait un peu son histoire. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que Wade est un homme politique qui, dans son phrasé, dans ses attitudes, dans sa manière de faire, est toujours en décalage par rapport aux autres. C'est-à-dire, il est quelque part un anticonformiste. J'ai l'habitude de dire que Wade n'aime pas l'administration telle qu'elle est, n'aime pas l'administration telle qu'elle fonctionne, n'aime pas la politique telle que ça se fait. Il a sa manière à lui de faire de la politique qui est beaucoup plus proche des gens. Quand je dis des gens, c'est-à-dire de la populace, ce qu'on appelle le plus grand nombre, raison pour laquelle il épouse leur langage, il épouse leur manière de faire, il est capable de vous dire « Maoronli, Wahet ». Et que donc, il est en décalage. Et ça l'identifie par rapport aux autres, ça le singularise. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup plus d'actualité. Mais il y a un troisième élément qui peut être aussi cette forme de nostalgie qu'ont les Sénégalais du passage de Wade. La preuve, quand il a perdu le pouvoir, quand il est revenu un an après, vous avez ces fameux slogans autour des personnes qui sont allées l'accueillir à l'aéroport. Nyungi Diegolou, à la limite, on regrette un tout petit peu ton départ. Et tout cela, quand même, fait de lui une représentation non seulement symbolique, mais monumentale de l'homme politique qu'il est et qui restera. Mais est-ce que c'est juste de dire aussi qu'il est sous l'influence de son fils Karim Wade? Certains estiment que tout cela est télécommandé, téléguidé par Karim Wade qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici, pour ne pas dire au Qatar. Mais écoutez, sous ce registre, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est d'abord l'homme Abdoulaye Wade, qui est le père de Karim Wade. Effectivement, un père est toujours sous le charme de son fils, de ses enfants en l'occurrence. Et quand on voit le nombre de responsabilités que Wade avait donné à son fils jusqu'au point où on le nommait le ministre du ciel et de la terre, on est tenté de dire qu'en fait, qu'il ne fait confiance qu'en lui. Et à la limite, c'est lui qui, demain, peut lui succéder. Raison pour laquelle on a l'impression que tout tourne autour de Karim et qu'il est d'une influence assez grandissante auprès du père. Et ensuite, vous avez l'homme politique qui, de son vivant, cherche toujours quelque part à perpétuer un peu ce qu'il a fait jusque-là. Et s'il sent qu'autour de lui, que les personnes ne sont pas assez à même, ils n'ont pas les épaules assez larges, n'ont peut-être pas l'étoffe, le leadership nécessaire pour continuer et gérer son héritage, il peut peut-être se tourner auprès de son fils parce qu'il y a aussi quelque part cette proximité naturelle qui joue, qui fait que, et malheureusement, c'est interprété d'un point de vue médiatique comme une préférence assez, voilà. Mais justement, ce que je vais dire peut paraître dur, hein. Est-ce que Wade pourrait être un pion que déplacerait à sa guise son fils Karim Wade? Ou non, vous pensez que non? Il agit en toute liberté, c'est lui qui est à la manœuvre. Mais j'utiliserai d'ailleurs ce terme pion dont vous parlez pour une simple raison. C'est qu'on a l'impression, vu de l'extérieur, en tout cas nous les observateurs, que Karim ne peut pas se faire sans son père.
ne peut pas se faire sans Wade. Et que fort justement... Qui est le pion de qui, finalement? Mais justement, et fort de ce constat-là, et on a l'impression que l'influence de Karim auprès de son père est assez grandissante, au point qu'il peut s'affranchir même de sa garde rapprochée la plus proche. Je veux parler de Omar Sarr, de Maître Amadou Sall, etc. Et que sous ce registre, on a l'impression que c'est justement Karim qui fait bouger les lignes en termes de jeu de dames, qui fait bouger les pions. Mais de notre côté, Wade, sachant qu'on l'a toujours taxé de quelqu'un de vieillissant, de vieux, etc., il peut voir aussi à travers son fils le jeune qu'il était et qui a l'ambition justement d'avoir les coups des franches et d'avoir l'expertise nécessaire pour prendre à dessiner un pays. Et que quelque part, c'est son prolongement. Et à ce moment-là, c'est Wade qui fait bouger les pions. Très bien. Momar Thiam est l'invité du jury du dimanche. Il est expert en communication politique. Nous restons à peu près sur le même thème. Quelques mois, voire semaines avant les retrouvailles de fin septembre de Massalikul Jinan, le chef du PDS recevait dans son salon des opposants. Ousmane Sonko, Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye, Adama Gaye, pour ne citer que cela. Il n'hésitait pas non plus à écarter, vous l'avez dit tout à l'heure, certains de ses compagnons de la première heure, Oumar Sarr, Babacar Gaye, El Hadj Amadou Sall. Peut-on le soupçonner d'avoir utilisé une stratégie d'épouvantail du genre « retenez-moi ou je fais un malheur » pour mieux négocier finalement avec le président Macky Sall en vue de régler le cas de son fils Karim Wade en l'occurrence? Mais vous savez, Wade il a justement ce génie politique qui fait qu'on n'arrive pas à le ranger dans un registre d'opposants ou d'hommes politiques complaisants. En ce sens que, comme vous l'avez dit vous-même, il a reçu les personnalités de l'opposition et le lendemain, on le voit justement dans une cérémonie de retrouvailles avec Macky Sall. Et qu'effectivement, on est tenté de se poser des questions, de savoir à quoi il joue. Mais au fond, pour Wade, la politique, c'est un jeu. Oui. Ceux qui sont allés dans son salon ont été naïfs de ce point de vue? Non, je ne pense pas. Parce que aussi, vous avez certaines franges de l'opposition qui cherchent aussi beaucoup plus de visibilité, mais aussi de lisibilité dans leurs actions, en se mettant à côté de Wade. Parce que quand on va voir Wade, c'est aussi un événement. Wade en lui-même est événement. Et donc, quand on est à côté de lui, c'est tout un événement. Regardez, souvenez-vous, à la veille de la présidentielle, quand Ousmane Sonko est allé le voir, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Même dans les chimères, qu'est-ce qu'on n'a pas commenté? Et pourtant, ça se trouve, c'était juste une rencontre, c'était juste une visite de courtoisie. Mais en même temps, il est un événement, vous dites, mais j'y ajouterai, il brille tellement comme le soleil qu'on risque de se brûler les ailes en trop s'approchant, non? Mais vous savez, un jeu a ses règles. On gagne ou on perd. Et c'est assez rare qu'ils perdent. Et c'est là où, justement, quand j'ai commenté cette fameuse rencontre à Massalikul Jinan, je n'ai pas parlé de réconciliation, j'ai parlé de retrouvailles. Parce que les hommes politiques, en général, ne s'engueulent pas. Ils s'engueulent peut-être, mais ne sont pas des ennemis. La preuve, vous voyez, à l'Assemblée nationale, dans les séances plénières, les députés, ils s'insultent tout ce qu'ils veulent. Mais à 13h, à 14h, vous les retrouvez ensemble dans le restaurant de l'Assemblée nationale et ils discutent. Ouais. Et alors, on a l'impression que c'était comme des chiens et chats. Et Wade a compris cela. Le jeu, la politique, c'est d'abord un jeu. C'est un jeu, quelquefois, un jeu assez dur, quelquefois qui a des règles assez dures. Et quand on perd, on risque de tout perdre. Et Wade, c'est pertinemment tout ce qu'il fait. Il a d'abord la réflexion qui vient avant et ensuite l'action. Et je ne pense pas que dans ces retrouvailles, que Wade ait un calcul qui s'arrête uniquement à l'amnistie de son fils, à la pacification. Ou à la révision de son procès. À la révision de son procès. Oui. Mais on peut supposer aussi, ça peut être une hypothèse, qu'il travaille aussi, comme il a toujours souhaité, c'est un vœu pied chez lui, à la réconciliation, à la retrouvaille de la grande famille libérale. Et pourquoi pas? Et c'est la question que pose un de nos auditeurs sur Facebook, Ibrahima Bousso plutôt, dit: est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un combat entre socialistes et libéraux
si Khalifa Sall appelle à l'union et à la conquête du pouvoir à ses frères socialistes, et de l'autre côté, les caciques de Wade qui appellent aux retrouvailles des libéraux en guise de conserver le pouvoir pendant 50 ans. C'est ce que vous étiez en train de dire. Non, mais c'est juste, vous en êtes convaincu que Wade est dans ce jeu-là, mais vraiment je pense que, je ne suis pas dans la tête de Wade, mais le connaissant pour l'avoir fréquenté, avoir travaillé avec lui, j'estime que si Wade a été dans ce type de démarche en termes de retrouvailles, avec tout le cérémonial que cela a suscité, avec toute la symbolique, justement, avec l'inauguration de la mosquée de Massalikul Jinan, ce n'est pas justement une fin en soi, mais c'est que certainement, il a derrière la tête quand même un vœu pieux. Et je pense que, justement, la question, le commentaire de votre auditeur entre en droite ligne de ce que je disais tout à l'heure, d'autant plus que si on se place dans l'hypothèse que demain, 2024, peut-être on va y revenir, les partenaires de Benno ont un candidat en face du candidat peut-être de l'APR, mais il pourrait, je veux dire, la coalition peut changer de camp. On peut peut-être retrouver une coalition faite de libéraux et cette grande famille libérale qui va trouver un candidat, et on est dans l'hypothèse qui est sous-jacente à votre question tout à l'heure en parlant de Khalifa Sall. On se retrouvera vers les deux blocs, Khalifa Sall avec les socialistes, peut-être avec les mouvements de gauche, et la grande famille libérale en face. Mais on n'en est pas encore là. Oui, on reviendra sur Bien sûr. Cette perspective 2024 avec le débat où la polémique c'est selon sur le fameux troisième mandat. Mais restons sur le thème Wade, ces discussions avec Macky Sall. Est-ce qu'on peut penser qu'il a utilisé quelque part les opposants qu'il a eu à recevoir pour envoyer un signal à Macky Sall? Mais envoyer un signal, d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que Wade, le jour, justement, de sa rencontre avec Macky Sall au Palais de la République, il a répondu à une question de Maïmouna Ndour Faye, à lui, quand Maïmouna lui a posé la question, il lui a dit, écoutez, c'est pas parce que je vais aller voir le président de la République qu'il y a quelque chose qui a changé. Oui. Et ça, là, c'est toute l'étendue de Wade dans sa manière de faire de la politique en jeu. C'est l'homme paradoxal. C'est l'homme de paradoxe, c'est l'homme qui ne définit pas tout dès le départ, parce qu'il sait que la politique n'est pas une science exacte, c'est pas de la mathématique, mais c'est un jeu où il faut avoir les coups des franges. Et que donc, il s'ouvre un boulevard au cas où, je veux dire, ses objectifs ne sont pas atteints. Et qu'effectivement, il peut aller voir le président de la République, puisque c'est quand même le premier des Sénégalais de ce pays, qui tient aux destinées de ce pays. Il peut discuter avec lui, d'autant plus que l'actuel président de la République a été non seulement son ministre, mais aussi son premier ministre. Et que donc, effectivement, c'est nous, observateurs, et vous, les journalistes, qui sont plutôt dans cette observation critique en émettant des hypothèses, mais il n'y a que deux, à mon sens, qui savent exactement où est-ce qu'ils vont. Et peut-être que, quelquefois, demain, leurs chemins vont se croiser ou leurs chemins vont s'opposer. Qui sait? On ne sait pas. Oui, mais justement, au lendemain de cette audience au Palais, il y a eu quand même cette délégation sénégalaise qui s'est rendue devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, avec des engagements qui ont été pris, engagements de réhabilitation, de Karim Wade, de réparation. Un communiqué du gouvernement à travers le ministère des Affaires étrangères a dit qu'il n'en est rien. Et ces deux fonctionnaires qui étaient de la délégation ont été remerciés. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? C'est un échec finalement de négociation qui était en cours. C'est un jeu d'échecs que Abdoulaye Wade et Macky Sall auquel ils étaient en train de se livrer, ou ils sont en train de se livrer, ou est-ce qu'il y a des non-dits quelque part? Comment on peut comprendre cette situation qui est assez contradictoire, assez paradoxale? Non seulement contradictoire et paradoxale, mais ubuesque, je dirais. Ubuesque en ce sens que, vous savez, le moment où Abdoulaye Wade et Macky Sall ont justement scellé ces retrouvailles, il y a eu après l'élargissement de prison de Khalifa Sall. Oui. Et effectivement, tout le monde a dit, c'est la conséquence peut-être de ces retrouvailles. Et ensuite, l'autre événement, c'est ce que vous venez de dire, justement, ces hauts fonctionnaires du ministère de la Justice qui, devant le Comité des droits de l'homme, a défendu ce qui semblait être la position du Sénégal jusqu'au moment où, justement, le ministre a démenti et qu'ils ont été limogés. Et effectivement,
à voir cela, on est tenté de dire deux choses. La première chose, c'est que d'abord, il y a une question de manque de coordination au niveau de la communication gouvernementale sur cette question-là. Et ensuite, deuxième chose, on est tenté de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas justement des tiraillements à ce niveau-là pour ce qui concerne la question de l'amnistie de Karim Wade au plus haut sommet de l'État? Et que peut-être le président Macky Sall n'était pas dans une position d'élargissement total ou même d'indemnisation, qu'il y a une autre partie qu'il était, et c'est peut-être ce que le président l'ancien président Abdoulaye Wade voulait, et que les discussions n'ont pas abouti, mais on est allé un peu trop vite. C'est un échec de négociation qui était en cours? En tout cas, je trouve qu'il y a plutôt un manque de coordination. Parce qu'on ne peut pas dire échec, parce qu'on ne sait pas exactement ce que les deux camps voulaient. On suppose que Wade voulait une amnistie de son fils, ça il a toujours clamé. On sait que... Mais en rencontrant le président Macky Sall, l'ancien président Abdoulaye Wade savait que le comité des droits de l'homme devait se réunir aussi à Genève. Bien sûr, il joue sur l'agenda. Oui. Il joue sur cet agenda-là. Oui. Effectivement. Mais il peut supposer que, vu que ce comité va se réunir et que voilà la position qui va être défendue, parce qu'aussi, il est au courant, hein, même un ancien président de la République, il est bien au courant des faits et gestes quand même de ce qui se passe quelquefois au sommet de l'État. Son successeur ne pouvait pas perdre de vue qu'il y avait cet enjeu aussi. Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'au oui. niveau du gouvernement, il y a eu un problème de coordination de cette communication-là. Peut-être que justement ces émissaires, ces hauts fonctionnaires auraient pu être retenus pendant cette période-là, ou à la limite, prendre juste un communiqué pour dire quelle est la position de l'État du Sénégal, mais ils étaient là, sur place, ils ont lu le communiqué. Et quelque part, on a l'impression qu'il y a eu un cafouillage au niveau du gouvernement et qu'il y a eu des malentendus. Et je trouve que c'est un peu dommage quand même. Est-ce que cela pourrait bloquer la machine entre le président Macky Sall et Maître Abdoulaye Wade? Je ne pense pas. Je ne pense pas, ça c'est une position personnelle, en ce sens que si on est toujours dans le registre du jeu politique, à mon avis, ils trouveront toujours à un moment un terrain d'entente. Jusqu'à réviser ou faire réviser le procès de Karim Wade, qui a quand même été jugé, condamné par la CREI. Exactement, mais quand vous voyez une personnalité, pas des moindres, qui est Moustapha Cissé Lo, qui dit que la CREI est une absurdité. Et quand vous avez d'autres personnes de la sphère politique qui condamnent justement l'existence même, la légitimité de la CREI, on est tenté de dire quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une opération de communication tentant de discréditer la CREI pour mieux demain rebondir et faire dire justement à la justice que finalement Karim Wade, son procès peut être révisé? C'est une hypothèse. Wait and see, comme on dit. L'invité du jury du dimanche, l'expert en communication, Momar Thiam, l'opposition avec... aussi un des fils spirituels de Maître Abdoulaye Wade qui est à la manœuvre, c'est Idrissa Seck, qui rompt le silence. Mais avant de vous poser ma question, j'aimerais que vous écoutiez ce commentaire d'un auditeur. Ne perdez pas en ligne de mire que c'est Idrissa Seck qui est sorti deuxième aux dernières élections. C'est le baromètre de mesure. Par conséquent, il sera la porte étendard de l'opposition jusqu'à la prochaine élection présidentielle de 2024 et quel que soit jeu d'alliance et schéma possible. Je répète que Idi est une vraie bête politique, malgré les complots, les campagnes de diabolisation dont il fait l'objet depuis près de 2 décennies. Il demeure l'homme politique le plus craint et par le pouvoir et par l'opposition. Alors, Idrissa Seck, une autre bête politique, l'homme le plus craint. Est-ce que c'est votre avis aussi? Idrissa Seck, c'est d'abord un homme politique brillant. Ça, c'est mon avis, parce que pour l'avoir pratiqué à la présidence, avant la campagne en 2000, mais aussi à la présidence de la République, brillant aussi parce qu'en termes de communication politique, aujourd'hui, dans le landreau politique, je pense qu'il fait partie des meilleurs. Idrissa Seck, je dis toujours, même je le dis à mes étudiants, vous avez beau être contre lui, il ne vous laisse pas indifférent quand il s'exprime. Et que donc, il a cette faculté, justement, d'amener son auditoire à l'écouter, à comprendre, mais pas à le rejeter sous ce registre-là de la communication. Donc, je dis, c'est un homme politique qui est quand même brillant. Idrissa Seck, il est classé deuxième quand même pendant la récente présidentielle. Et aujourd'hui, pour rejoindre justement la question de votre auditeur,
la question du statut de l'opposition se pose et on est en train de, en tout cas dans le landreau politique sénégalais, à voir quels vont être les critères déterminants pour le chef de l'opposition. Est-ce que c'est la représentation parlementaire? Dans ce cas, c'est le PDS et ses alliés. Ou est-ce que c'est le candidat qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle? Mais je pense qu'un compromis peut être trouvé au sein même justement de ce dialogue politique pour trouver cela. Mais Idrissa Seck, aujourd'hui... Qui a gardé le silence pendant longtemps et qui le rompt aujourd'hui. Oui, c'est une façon de dire, ben voilà, les choses ne se feront pas sans moi. Mais dans le registre de la communication, moi je ne suis pas toujours d'accord quand les gens justement s'inquiètent du silence d'Idrissa Seck. Parce qu'en communication, le silence est aussi un message. Quand vous observez un silence, regardez même un père de famille dans une maison, quand il a quelque chose qu'il n'aime pas, soit il le dit, soit il observe un silence à trouver le moment ou le contexte qu'il faut pour s'exprimer sur la question. Et je pense qu'Idrissa est dans ce registre-là. Il est d'autant plus dans ce registre-là qu'en termes de communication politique, et souvent on a ce problème, en tout cas au Sénégal, vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque année on pose la problématique de la communication gouvernementale. Idrissa sait qu'en termes de communication politique, il faut prendre le temps de l'observation, de l'analyse et du diagnostic. C'est un peu comme un médecin. Un médecin, quand vous venez le voir, vous lui dites que j'ai mal à la tête, il commence par vous diagnostiquer, il ne commence pas tout de suite à vous donner justement des médicaments. Après le diagnostic, il établit quand même les paramètres, il vous fait une ordonnance, et en termes de communication, l'ordonnance, c'est le plan de communication. La stratégie, c'est la posologie, c'est-à-dire comment vous prenez les médicaments. Et Idrissa Seck, je dis souvent à mes étudiants, il est dans ce registre-là. Il observe un silence qui est teinté d'observation, d'analyse et de diagnostic. Oui, raison pour laquelle, d'ailleurs, quand il doit venir parler, il est écouté, il est attendu. Parce que en optant pour la parole rare, il crée le besoin. Et la preuve, il a suffi qu'il dise, il doit parler samedi, mais je veux dire, toutes les rédactions sont en éveil et n'attendent que sa parole. Et ça, il le sait. Mais est-ce qu'ici, il n'est pas dans l'obligation de rompre le silence, compte tenu de ce qui vient de se passer, cette rencontre entre Maître Abdoulaye Wade, forcément, parce que tout simplement, il est un acteur de premier plan, arrivé deuxième à la présidentielle de la République, et la nature a horreur du vide. Avec tout ce qui se passe en ce moment, avec toutes les suppositions, les hypothèses qu'on est en train de poser, nous, observateurs et journalistes, autour de ces retrouvailles, il ne faut pas qu'il soit du reste, parce que demain, il peut être carrément sur la touche. Et que donc, il a tout intérêt aujourd'hui à reprendre l'initiative. Mais il ne reprend pas l'initiative tout seul. Regardez le premier acte qu'il a posé, c'est de réunir justement Hadjibou Soumaré, Gakou, tout ce qui fait ses soutiens, histoire de avec les absences remarquées quand même de Khalifa Sall et Ousmane Sonko pour diverses raisons. Mais ils étaient quand même absents. Mais il prend l'initiative. Et en prenant l'initiative, il envoie un signal en disant qu'il n'y a pas que Idrissa Seck, mais je suis quand même entouré de personnalités et pas des moindres. Et là, il envoie un message. Oui, alors, le silence d'Idrissa Seck intrigue, il suscite un intérêt. Quand il décide de parler, il est attendu. Reste à savoir s'il est entendu, parce que certains pensent aussi qu'en communiquant, Idrissa Seck a tendance à commettre des erreurs. En fait, vous savez, Idrissa Seck, à mon sens, quand on dit qu'il commet des erreurs en termes de communication, c'est parce qu'on l'attaque. Non, parce qu'on l'attaque souvent sur le registre référentiel islamique, c'est-à-dire à l'islam, au Coran, avec toutes ces symboliques, etc. Et effectivement, moi j'estime, je suis de ceux qui pensent qu'il en a assez fait en termes de référence islamique, de la lecture du Coran quand il s'adresse à la politique, qu'à un moment donné, ça lasse les gens. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir, l'histoire de Baka Maka a été quand même préjudiciable quand même à son image et à son existence même politique à un moment donné. Et il a su, si vous voulez, encaisser le coup et revenir à la présidentielle. Parce que quand on est classé deuxième, cela veut dire quelque part quand même que soit les Sénégalais ont pardonné ou ils ont compris que c'était juste une erreur et qu'il peut avancer. Et je pense qu'il a appris de tout cela. Et à mon sens, il sera dans un autre registre. À mon sens, peut-être que je me trompe, il sera dans un autre registre quand il va s'exprimer. Il sera beaucoup plus dans la proposition que dans l'opposition systématique. Oui, un autre auditeur que nous écouterons à propos de Khalifa Sall, un autre opposant qui a bénéficié récemment de la grâce présidentielle.
Une question pour votre invité. Comment voit-il l'avenir politique de Khalifa Sall? Oui. Mais l'avenir politique de Khalifa Sall, c'est à Khalifa Sall de le dessiner. Et il commence par les prémices qui sont d'abord, quand il est sorti de prison, vous avez vu, il a entamé des démarches auprès de leaders d'opinion, des responsables religieux et confrériques, des partis d'opposition, de ses soutiens. Et il a initié justement cette rencontre à la presse. À mon sens, c'était plus pour remercier l'opinion publique parce qu'il ne peut pas aller chez chaque Sénégalais leur dire merci pour leur gratitude. Il n'y a pas eu de questions-réponses. Il n'y a pas eu de questions-réponses, d'autant plus que cette tentative communicationnelle a été plus ou moins altérée par l'immédiateté justement de l'actualité avec le limogeage de Sory Kaba et subsidiairement justement de ces deux magistrats. Et je pense que son avenir politique dépend aussi de ce que sera son statut demain si toutefois il a toutes ces condamnations n'envahissent pas quelque part son éligibilité. Parce que s'il retrouve justement ses pleins droits, il pourra jouer quand même un rôle et pas des moindres. Parce que la grâce n'efface pas la grâce n'efface pas justement tout ce... L'inéligibilité. Il est obligé de manœuvrer, il marcherait sur des œufs, Khalifa Sall? Mais fait marcher sur des œufs, je ne pense pas, parce qu'un homme politique averti, parce que quand même Khalifa Sall est un homme politique averti qui connaît très bien la politique au Sénégal, il connaît bien le public politique, et qui avait un appareil qu'il a exclu, qui est le Parti Socialiste, et je ne serais pas étonné demain qu'il fasse le nécessaire, si toutefois il veut un avenir politique assez soudé, assez référencé, d'entamer d'abord une démarche de reprise des rênes du Parti Socialiste. Et je pense que son premier chantier, qui est gigantesque, sera là. C'est de reprendre le Parti Socialiste, d'en faire l'appareil qu'il était, justement, pour les ambitions présidentielles qu'il a. Mais face à des résistances qui ne devraient pas manquer. Ben effectivement, on a vu que c'est Aminata Mbengue Ndiaye à qui on a donné les rênes du Parti Socialiste. Ouais. Mais vous savez, la politique, comme je vous l'ai dit, Mamoudou, ce n'est pas une science exacte. Demain, ils peuvent se retrouver tous les deux, négocier, et sachant pertinemment que justement, Benno pourrait ne plus être un partenaire de choix, peut-être pour l'actuel pouvoir en 2024, et s'adosser là-dessus sur le Parti Socialiste, mais aussi sur ses soutiens, et aller à la présidentielle de 2024. Il a fait un clin d'œil aux assises nationales, par exemple. Oui, mais vous savez, c'est dommage, parce que quand même, les assises nationales, on a fait des clins d'œil, mais une fois qu'on est au pouvoir, on a l'impression qu'on les relègue aux oubliettes. Oui. Et je pense qu'il peut s'adosser là-dessus aussi. Momar Thiam, y a-t-il un cas Ousmane Sonko pour le pouvoir actuel? Mais Ousmane Sonko, moi je le qualifie toujours comme l'empêcheur de tourner en rond. Pourquoi l'empêcheur de tourner en rond? Pour la bonne et simple raison, c'est que Ousmane Sonko est un cas atypique, en tout cas dans la politique au Sénégal, pour deux raisons. La première raison, c'est d'abord de par sa jeunesse, parce que quand même, il est des années 90, je crois, de 80-90, il a quoi? Il a 40 ans, Ousmane Sonko. Plus que ça, oui. Un peu plus que 45 ans. Oui, 40, oui. Ensuite, et que donc, il est en phase avec une génération qui, jusque-là, était un réceptacle de la chose politique, c'est-à-dire qui encaissait la chose politique, qui, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles technologies, devient un acteur de la chose politique. Et il a compris cela, Ousmane Sonko, raison pour laquelle Ousmane Sonko est quand même assez populaire dans les réseaux sociaux. Pourquoi réceptacle? Parce qu'avant, les foules subissaient la politique. Ouais. Mais aujourd'hui, ces foules-là se sont retrouvées en petites entités, et quelquefois individuellement même, dans les réseaux sociaux, et participent justement au débat politique. Et que donc, ont leur mot à dire, et quelquefois même, ont des suggestions, des recommandations que les tenants du pouvoir adoptent. Et que donc, Ousmane Sonko ayant compris cela, c'est exactement que sa parole va porter, puisque cette parole est aussi portée par la grande masse des jeunes. Et que donc, c'est un peu le porte-étendard de cette jeunesse-là, et qu'il martèle cela à longueur de journée dans une opposition systématique sur les questions d'éducation, les questions d'infrastructure, de pétrole, de gaz, etc. On a vu ce que ça a donné. Mais je dis en même temps, attention, parce qu'on peut toujours être dans la dénonciation, on peut toujours être dans l'invective, on peut toujours être justement dans ce que vous faites n'est pas bien. Mais à un moment donné, il faut avoir l'étoffe, le costume de l'homme politique qui est capable de diriger le pays, être dans la proposition. Et c'est peut-être ça qui manque, mais malheureusement, nos hommes politiques, Ousmane Sonko en l'occurrence, ne le font que quand il y a une présidentielle, alors qu'il faut le faire dans la durée.
Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'Ousmane Sonko est à cheval entre l'homme politique traditionnel, puisqu'il appartient à PASTEF, et le technocrate, parce que c'est un inspecteur des impôts. Et que donc, il connaît très bien les dossiers financiers et les dossiers budgétaires, etc., et qui connaît très bien le fonctionnement de l'État dans sa partie administrative. Il est devenu une équation pour le pouvoir. Et donc, forcément, il devient une équation pour le pouvoir, puisqu'il crie tout haut ce qui se dit tout bas dans les chimères, etc. Mais en même temps, il y a cette affaire de 94 milliards qui est sur la table, qui pourrait connaître des suites judiciaires d'ailleurs, puisqu'il y a que lui-même a déposé une plainte, mais M. Mamour Diallo, ancien directeur des domaines, a déposé une plainte. L'Assemblée nationale, à travers sa commission d'enquête, a également fait son rapport. Et parallèlement, on parle d'un groupe qui a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition visant à exclure de la course à la présidence de la République tous les agents de l'État qui ont été radiés. Est-ce que vous pensez que ces deux, cette affaire des 94 milliards et cette initiative de ce groupe que je viens de nommer, pourraient constituer un obstacle, un frein pour Ousmane Sonko? Moi, je pense que, justement, cette affaire des 14 milliards peut être un obstacle dans la mesure où, justement, si on se réfère à la dernière sortie du juge Dème, qui parle justement d'Ousmane Sonko, il dit que Ousmane Sonko, quelque part, s'est trompé dans la démarche, parce qu'il dit que le maître des poursuites, c'est le procureur général et l'agent judiciaire de l'État. Et d'ailleurs, c'est là, peut-être, je dis bien peut-être, c'est la raison pour laquelle, depuis qu'il a déposé ces différentes requêtes, il n'y a pas eu de retour. Aujourd'hui, effectivement, à partir du moment où Mamour Diallo a porté plainte et qu'il y a eu, avant les plaintes d'Ousmane Sonko, la justice est saisie, il peut y avoir un procès. Mais en même temps, si l'Assemblée nationale est tentée de voter justement un projet de loi pour exclure des joutes électorales tout fonctionnaire qui a été exclu de l'administration publique, mais quelque part, cela contribue à redynamiser l'image de martyr, justement, de Ousmane Sonko. On a vu que... préciser quand même que pour le moment, ce n'est ni un projet de loi, ni un projet de loi. C'est l'initiative... C'est une initiative qui est dans les tuyaux. D'un groupe, et je ne pense pas que ce soit la bienvenue, en tout cas, autant pour le pouvoir que pour le landre politique, d'entrer dans ce schéma-là. Parce que on a le monsieur en question, Ousmane Sonko, a été exclu de l'administration. Les gens ont vu en cela, justement, une atteinte quand même, quelque part, à son intégrité, pour ne pas dire physique, mais à son intégrité quand même en tant qu'être humain, et en tant que professionnel, inspecteur des impôts, et ça lui donne beaucoup plus, en mon sens, de force auprès de l'opinion qu'autre chose. Et je ne pense pas que cette initiative va prospérer, justement, pour... Momar Thiam, directeur de l'école des hautes études en information et communication, et l'invité du jury du dimanche. Guerre des tranchées entre le pouvoir et l'opposition, mais une opposition assez diverse, comme on l'a vu. Mais peut-on aussi parler de guerre des tranchées au sein du pouvoir pour la succession du président Macky Sall? Mais vous savez, la succession du président Macky Sall est aujourd'hui, semble-t-il, un débat tabou. Un débat tabou pour la bonne et simple raison, on a vu tout le tintamarre que ça a créé après la sortie de Sori Kaba, et puis les autres sorties qui s'en ont suivies, etc. Mais je pense qu'à partir du moment où on est dans un schéma où on se dit il ne peut pas y avoir plus de 2 mandats, selon l'interprétation des uns et des autres de la Constitution d'après la réforme, effectivement la question de la succession se pose. Et vous avez des velléités, justement, de présidentiabilité qui se réveillent, mais qui ne s'affirment pas. Pour la bonne et simple raison, c'est que le maître des cieux peut assouvir ces velléités-là. Mais effectivement, l'opposition est en droit, et même légitimement, de poser cette question-là, puisque l'opposition cherche toujours un moyen de taper sur le pouvoir, un moyen de mettre la pression sur le pouvoir, et en l'occurrence le président de la République, d'autant plus que le poste de Premier ministre a disparu sous le second mandat de Macky Sall et qu'il est surexposé. Et donc, l'opposition est dans
un combat qui est légitime. Maintenant, le problème, et la problématique, je dirais bien, pour le président Macky Sall, c'est au sein, justement, de son appareil qui est l'APR, mais aussi au sein de sa coalition qui est Benno. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, même l'AFP, à un moment donné, c'était juste avant les élections de 2018, avait clamé haut et fort qu'en 2024, ils auront un candidat. Le PS, pour le moment, ne s'était pas prôné parce que jusque-là, vous avez la même mise de Ousmane Tanordien. Oui. Mais effectivement, aujourd'hui, ces velléités vont se réveiller, oui, forcément et même légitimement, je dirais, politiquement parlant. Oui, mais avant d'y arriver, mais oui, qu'est-ce qui peut expliquer ces distorsions en termes de communication au sein de la majorité et même plus précisément au sein du parti au pouvoir, l'APR? Mais ces distorsions peuvent s'expliquer de la bonne et simple manière qu'il y a une compréhension qui est différente au sein de la majorité des termes de la Constitution. Un éminent professeur me disait que justement le deuxième mandat, tel que c'est écrit dans la Constitution, moi je ne suis pas juge, j'ai appris le droit, mais je ne l'ai pas étudié en profondeur, me disait que dans la réforme, il est dit que le mandat en cours, c'est-à-dire le mandat de 7 ans, le premier mandat de Macky Sall, est hors de portée de la réforme. En bon français, cela veut dire que ce premier mandat de 7 ans ne fait pas partie de la réforme. Et si on est dans cette hypothèse, le mandat de 5 ans est son premier mandat. Dans cette hypothèse, certains l'ont compris de cette manière. C'est l'argument en tout cas du Conseil constitutionnel, oui, quand il a estimé que le mandat de 7 ans ne pouvait pas être ramené à un mandat de 5 ans. Exactement. Parce que le mandat exactement, est hors de portée. Effectivement. Oui. Et ceux qui veulent justement que Macky Sall fasse un premier mandat vont s'adosser là-dessus. Oui. Et vous avez quelquefois des tenants, même de l'opposition, à la personne par exemple de Boubacar Camara, qui dit cette question justement du troisième mandat ne sera pas une question juridique. C'est une question qui est d'éthique et de déontologie politique. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison, c'est que le président lui-même a dit à multiples reprises, quand l'occasion lui a été offerte, que ce troisième mandat ne l'intéresse pas, qu'il n'est pas dans ce schéma-là. Ce qui l'intéresse, c'est ce mandat en cours et qu'il puisse réaliser ce pourquoi les Sénégalais lui ont encore renouvelé cette confiance. De votre pratique des hommes politiques, vous pensez qu'ils peuvent vraiment changer d'avis? Moi, je pense que ce que les hommes politiques disent n'engage que les hommes politiques. Oui. Alors, la bataille de succession, c'est ce que semblent comprendre en tout cas certains observateurs. Le président Macky Sall a dit que le plus important aujourd'hui, en tout cas pour lui et au sein de la majorité, c'est le mandat qu'il est en train d'exercer. Mais on sait aussi qu'il y a que l'ambition est légitime quelque part, surtout chez les hommes politiques. Comment arriver à concilier ces deux? Moi, je pense que c'est un dilemme cornélien. Je pense oui, que c'est un dilemme cornélien oui, au niveau du président Macky Sall, cette situation-là. Il a beau expliquer que le troisième mandat ne l'intéresse pas, mais à partir du moment où certains, dans son camp et chez ses partenaires de Benno, pensent qu'il ne doit pas faire un troisième mandat, qu'on doit ouvrir la voie justement à peut-être un candidat potentiel de Benno, cette question va lui pourrir justement ce second mandat-là et va pourrir le travail gouvernemental. Et d'ailleurs, les gens de l'opposition l'ont très bien compris, raison pour laquelle ils appuient sur cela, parce que c'est comme une plaie, et ils appuient là-dessus. Et je pense qu'en termes de communication politique, le président de la République gagnerait, je dis bien gagnerait, une bonne fois pour toutes arrêter, siffler la fin de cette récréation autour de ce mandat-là. Mais c'est peut-être ce qu'il cherche en limogeant Sory Kaba. Oui, mais est-ce que c'est... Mais quand vous le limogez, ça peut être interprété de deux manières. Oui, oui. La première interprétation, c'est de dire « Ah, il n'aime pas qu'on parle de cela, ça se trouve, il l'a en tête. » Mais comment siffler la fin de la récréation? Comment s'y prendre? Mais c'est aussi un dilemme cornélien, parce que s'il siffle la fin de la récréation, supposons en disant « Je ne ferai pas un troisième mandat », c'est clair et net. Oui. Mais les velléités vont se réveiller au sein de son propre camp. Oui. Et comment il va gérer cela? Ça va être la difficulté. Il va rassurer l'opinion, mais il ne va pas rassurer les hommes politiques, et notamment ceux qui sont dans son camp. Et le dilemme, il est encore là. Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver dans la démocratie sénégalaise, telle que cela se pratique ailleurs, à ce que ceux qui ont des ambitions présidentielles, alors qu'ils sont en même temps membres d'un gouvernement, qu'ils prennent leurs responsabilités
en démissionnant. Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à ce niveau-là, quelque malheureusement, part? Mamadou, je disais à des confrères que le mal de nos hommes politiques, c'est d'abord, vous en avez beaucoup qui n'ont pas le sens de la chose publique et le sens de la mission de service public. Raison pour laquelle, quand ils occupent une station, pour reprendre un terme qui est cher à Idrissa Seck, une station ministérielle ou au sommet de l'État, l'idée ne leur traversera jamais la tête de démissionner pour une raison ou une autre. Ou on les fait partir alors? On les fait partir, mais ils ne démissionneront jamais. Vous ne démissionneront parce que d'abord, comme je vous l'ai dit tantôt, certainement ils n'ont pas le sens de la chose publique qui est une mission, et une mission, c'est pour un temps donné. Quand on ne peut plus accomplir cette mission, on passe le relais. Ils ne démissionneront pas parce que leur environnement immédiat vit aussi de cela. On a parlé d'un ancien Premier ministre. On a parlé d'un ancien Premier ministre Souad qui, au moment de vouloir démissionner parce qu'il n'en pouvait plus, il ne supportait plus cette pression, c'est sa famille qui s'est réunie, qui lui disent mais il ne faut pas nous il y a cette dimension-là. Oui, d'accord, c'est certes une dimension sociale ou familiale, mais il y a une autre dimension, c'est une dimension d'égalité des chances entre acteurs politiques. Pourquoi l'opposant s'opposerait et que le ministre qui est dans le gouvernement, qui nourrit les mêmes ambitions de succéder au président qui est encore en place, resterait dans le gouvernement à manœuvrer? Mais vous savez, il y a des gens qui restent... Il y a lieu peut-être de clarifier le jeu de ce point de vue. Oui, mais ça, c'est au président de la République de clarifier cela. Très bien. Alors, on va quand même parler de diplomatie un peu. Oui. Le sommet Russie-Afrique. Mais avant cela, on rappelle, Momar Thiam, qu'en plus de votre casquette d'expert en communication, vous avez été dans la diplomatie en tant que consul du Sénégal à Bordeaux pendant une dizaine d'années. Oui. Le Sénégal projette de supprimer le consulat de Bordeaux. Vous pensez que c'est une bonne chose? Mais, ma réponse, elle est double. La première, c'est de dire d'abord, c'est un consulat d'abord que j'ai ouvert moi-même sur l'initiative de M. Abdoulaye Wade, que j'ai fait démarrer jusqu'au moment où justement le Sénégal, à travers M. Abdoulaye Wade, a estimé qu'il fallait, en tout cas pour nos chancelleries, avoir la main mise dessus. Et donc, on a acheté un hôtel particulier dans le centre-ville de Bordeaux qui abrite justement la chancellerie du consulat. Et nous sommes le seul pays, en tout cas africain, quasiment en France, à détenir au-delà de Paris un consulat qui nous appartient et un immeuble, un hôtel particulier qui nous appartient. Et que donc, quelque part, c'est un peu mon bébé. Le consulat appartient à l'État du Sénégal. Le bâtiment, en tout cas, qui abrite le consulat, qui est un hôtel particulier du XVIIIe siècle, avec tout ce que cela comporte, appartient à l'État du Sénégal. Ça vous avait coûté combien? Ça vous a coûté combien au Sénégal? Non, mais là, j'utiliserai mon devoir de réserve, parce que sur ces questions financières, je préfère ne pas me prononcer. Mais vous le savez. Mais évidemment, mais je préfère ne pas me prononcer, puisque là, c'est le devoir de réserve qui prévaut. Quelques millions d'euros. En tout cas, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et donc, c'est un peu un bébé que j'ai mis au monde, et quelque part, aujourd'hui, qui se trouve être quelque part anéanti. Anéanti en ce sens que le gouvernement du Sénégal a estimé, pour des questions de rationalisation budgétaire, de fermer le consulat. J'ai même été interpellé par beaucoup de compatriotes à Bordeaux sur cette question. J'ai préféré ne pas me prononcer pour ne pas gêner non seulement le travail de la diplomatie sénégalaise, mais le travail du consul général Koïta qui est sur place. Raison pour laquelle je ne me suis pas beaucoup exprimé sur la question. En tout cas, tout ce que j'ai à dire, ça c'est le second élément, c'est que le Bordeaux, la région Aquitaine, que j'ai dirigée à travers le consulat pendant presque 11 ans, abrite quand même une communauté sénégalaise assez forte. Et que cette communauté a eu toujours du mal, justement, à avoir cette proximité administrative avec l'État du Sénégal, puisque c'est déplacé jusqu'à Paris, qui fait 600 km, pour ne serait-ce que transcrire ses enfants ou avoir une carte consulaire et faire son passeport. Et avec la réalité du consulat, cette question-là a été réglée. Ce que je demande aux autorités, c'est que c'était un consulat général. Ils veulent fermer le consulat général, certes, mais il faudrait quand même créer, à la limite, un bureau consulaire ou une agence consulaire pour prendre en charge... À Bordeaux toujours. Bordeaux toujours, en prendre en charge les destinées justement de nos compatriotes, d'autant plus qu'après Bordeaux, il y a Lyon qui a été ouvert, et les gens n'ont pas lorgné vers Lyon, n'ont pas lorgné vers Marseille, ils ont lorgné vers Bordeaux. Vous semblez ne pas être convaincu par la suppression. En fait, la suppression, convaincu, non, c'est pas mon rôle d'être convaincu ou de ne pas être convaincu. Très bien. Mais je suis un peu meurtri parce que c'est un peu mon bébé.
Très bien. Russie, Afrique, Poutine, le tsar de l'Afrique. Il y a un confrère qui a titré comme ça. Il a raison de titrer comme ça. Mais écoutez, Poutine, le tsar de l'Afrique, comme on disait de Chirac, l'Africain. Quand vous êtes une grande puissance comme la Russie, oui, et qu'à votre tête, vous avez un homme politique de la dimension de Vladimir Poutine, qui convoque un sommet Russie-Afrique, la symbolique même en termes de communication événementielle, elle est grande. Elle est grande en ce sens que vous avez plus de 43 chefs d'État qui se sont déplacés pour ce sommet-là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Russie intéresse aussi les chefs d'État africains au même titre que la Russie s'intéresse à l'Afrique. La Russie s'intéresse à l'Afrique, à mon sens, pour deux choses. La première chose, c'est que son influence dans le monde est plus ou moins égratignée avec ce qui se passe en Libye et subsidiairement entre la Turquie et les Kurdes. Une envie de reprendre un terrain perdu. Exactement, une envie de reprendre un terrain perdu. Oui. Mais la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, la Russie ne peut pas être absent justement de ce théâtre-là qui met l'Afrique, qui le positionne comme un Eldorado en termes économiques pour les grandes puissances. Mais regardez un échelon minuscule comme le Sénégal. Regardez la forte présence des sociétés françaises dans le commerce, dans la distribution. Je vous parler de Auchan, je vous parle de Decathlon, je vous parle des Carrefour, qui viennent en Afrique, et je vous parlais même du marché des portables. Est-ce que vous savez aujourd'hui, le marché des téléphones portables, c'est l'Afrique qui emporte la palme. Et ce n'est pas pour rien que justement chez Kagame est installée aujourd'hui la première société qui va fabriquer un portable de marque africaine qui s'appelle Mara X ou Mara Y. Et Poutine, comprenant cela, ne veut pas être du reste. Et que donc, même s'il avance l'argument économique qui consiste à dire on peut construire des centrales nucléaires, vous savez pertinemment que dans nos pays, on n'en est pas justement à ce stade-là. Mais c'est surtout pour vendre des armes. Parce que la Centrafrique étant là, la Russie vend beaucoup d'armes en Centrafrique. Et Poutine sait pertinemment que la corne de l'Afrique, et notamment le sud du Sahara, est dans une période assez floue, avec justement l'incursion des djihadistes, etc. Et que les pays africains doivent prendre en charge leur propre défense. Et c'est une manière de le dire, si vous voulez des armements, nous on est prêts à en fournir. Et que donc, il veut jouer sa partition dans cette configuration géopolitique qui est en train de renaître. Le président Macky Sall, à la tribune, pendant ce sommet de Sochi, a dit que voilà, l'Afrique coopère avec tous les partenaires sans exclusion ni exclusivité. Mais j'ai envie de dire qu'il a tout à fait raison. Et ça reprend un tout petit peu ce slogan du général de Gaulle qui disait que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Oui. Et que donc les Africains, c'est à eux, justement, les chefs d'État africains, d'avoir le courage de positionner leurs objectifs qui sont en phase avec leur propre population, avec les intérêts des populations de leur pays, pourquoi pas travailler avec la Russie, mais pas uniquement dans le domaine de l'armement. Il y a la recherche, mais aussi il y a la recherche-développement. Oui, il ne serait pas étonnant de voir la Russie investir dans le pétrole et le gaz. En tout cas, Souley Anta Ndiaye, qui est le responsable des questions économiques de l'ambassade du Sénégal en Russie, à Moscou, l'a dit. Ah ben, vous savez, à partir du moment où on avance signal fort en disant que le Sénégal, maintenant, a du gaz et du pétrole, ben, ça attise des convoitises. Et la Russie de Poutine ne veut pas aussi être du reste, même si la Russie est producteur de gaz et de pétrole. Ouais. Merci. Ben, merci à vous, Mamadou. Momar Thiam, je rappelle que vous êtes expert en communication, directeur de l'école des hautes études en information et communication. Vous étiez l'invité du jury du dimanche, présenté par Mahmoud Ibrakan, à la technique Ibamar, Babacar Mas, toute l'équipe d'e-radio et d'e-TV. Le site Immédia SN se fera le plaisir de vous faire le compte-rendu de cette émission. Biram Pouy et Binta Alexandra Ndiaye étaient aux réseaux sociaux. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Merci.